Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève qui est développeur web, formatrice WordPress et auteure du blog Les Doigts dans le Net, qui est aujourd'hui une référence dans l'utilisation de WordPress pour le grand public. J'ai découvert son blog il y a 2 ans et tout de suite j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, hormis le fait qu'elle avait un nom de blog très original. Ça m'a tout de suite accroché, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très pertinent évidemment, très utile, mais aussi qu'elle utilisait un ton très convivial et qu'elle était très accessible. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de te savoir aujourd'hui, Marie-Ève, parmi nous. Donc, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter personnellement et un peu professionnellement après? D'accord, tout d'abord, merci à toi aussi de m'avoir invité. Ça fait très plaisir d'être là. Moi aussi, je te connais depuis 2 ans, j'ai tout de suite accroché, donc moi, ça nous fait un point commun. Et alors, pour me présenter rapidement, tu as déjà fait un petit peu le tour, mais voilà, je donne des formations en fait sur Marseille pour apprendre à créer son site web dans des centres de formation. Et depuis que je fais cette activité, j'ai lancé donc les doigts dans le net en plus pour me faire connaître sur le web. Et aujourd'hui, je suis en train de fusionner un peu toutes mes activités pour vraiment faire plus que de la formation à distance en utilisant donc le blog comme moyen de notoriété. Et au niveau personnel, j'habite à Marseille sous le soleil après presque 10 ans de Belgique sous la pluie. On est venu chercher le soleil et la mer. Et voilà, et j'habite avec mon mari dans un joli petit appartement sans enfant. Voilà. Nous sommes Ok. Super. Alors, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais professionnellement, concrètement? Alors, concrètement, donc, la majeure partie de mon temps est concentrée donc, sur le fait de donner des formations. Donc, évidemment, il faut les créer avant. Donc, créer une formation, c'est d'abord trouver un peu le fil conducteur qui va permettre d'avoir un déroulé pédagogique. Et puis, c'est trouver des exercices qui soient intéressants, qui donnent envie à l'utilisateur, enfin à l'apprenant, d'apprendre, d'aller plus loin, de se tester. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de réflexion en amont. Et après, quand je donne l'information, là par contre, c'est beaucoup plus cool parce qu'on est vraiment dans l'exécution. On a juste à prendre plaisir à expliquer, se souvenir un peu parfois. J'ai des exemples, des métaphores que j'utilise. Il ne faut pas que j'oublie de les utiliser, évidemment, sinon ils ne comprennent plus rien, les pauvres élèves. Et donc voilà, je dirais que le plus difficile, c'est ça parfois, c'est d'arriver à pas oublier le niveau de l'apprenant et se rappeler que même les choses qui sont très simples doivent être expliquées quand même avec de la pédagogie et pas juste le balancer comme ça, parce que sinon ça rentre pas et même les choses qui sont très simples sont compliquées quand on les connaît pas. Donc voilà, mon métier tourne beaucoup autour de la pédagogie et de moins en moins sur la technique puisque je crée de moins en moins de sites parce que j'essaie justement de me concentrer plus sur l'aspect formation puisque c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Ok. Alors, je suis curieux de savoir comment tu en es venu à WordPress. Comment tu en es venu à faire ce métier? Alors, en fait, au départ, au départ, juste avant de me lancer dans les formations, je travaillais dans une agence web. On travaillait sur plusieurs CMS, notamment moi, je travaille principalement sur Magento, qui sert à faire de l'e-commerce. Et on a eu un projet avec WordPress. Mais c'est vrai qu'après, quand je me suis mis à mon compte, en fait, via le blog, j'ai tout de suite compris que les gens, ils étaient très en recherche de WordPress, en fait, hein. C'est vraiment l'outil que tout le monde utilise dans cette niche-là. Donc, je me suis formée à ça. Bon, heureusement, j'avais déjà fait un projet dessus. Et surtout, après, dans les centres de formation aussi où j'étais, apparemment, sur Marseille, il n'y a pas beaucoup de formateurs WordPress parce qu'il y avait une forte demande. Et donc, je me retrouve à faire peut-être 75% des formations en présentiel, c'est du WordPress, quoi. Ok, alors, il y a quelques-uns de nos auditeurs, évidemment, qui ne connaissent pas encore WordPress. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est WordPress et aussi, après, aller dans le détail, quoi, pas trop dans le détail non plus, mais combien ça coûte de créer un site en termes de temps, en termes d'argent pour un débutant? Pourquoi utiliser WordPress et comment l'utiliser? D'accord. Alors, déjà, pour présenter WordPress, donc WordPress, c'est un CMS, ça veut dire Content Management System. En gros, c'est un système de gestionnaire de contenu. Donc, c'est un système informatique avec lequel on peut créer des contenus pour le web, à savoir des pages ou des articles qu'on va mettre dans un blog. Donc, voilà, ça c'est WordPress. WordPress, il permet de créer des pages web et un blog, et donc de mettre des images, d'ajouter des petites fonctionnalités. Sa grande force, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Alors, quand je dis ça en formation, maintenant, je mets les pincettes quand même, parce que bon, c'est simple, oui, par rapport aux autres, quoi. Mais ça reste beaucoup plus compliqué que Word, hein. Faut pas non plus exagérer, hein.
Donc c'est vrai que ça demande quand même une certaine expérience. Mais bon, comparé à ceux qui viennent de Joomla, par exemple, et qui arrivent sur WordPress, ils trouvent ça super simple, quoi. Donc non, c'est quand même un outil très simple. Donc c'est ça que sa grande force. Et puis surtout, bah, il est gratuit. Donc pour quand on débute, on prend pas trop de risques. Et moi, j'y vois un autre très très grande qualité, c'est le fait qu'il y a une énorme communauté derrière. Alors, pour mes apprenants, pour les élèves, souvent c'est plus un défaut qu'autre chose en fait. Eux, ils Ok. préféreraient, oui, parce que du fait des plugins, donc les plugins, c'est quelque chose qui permet de rajouter une fonctionnalité sur WordPress. Mhm. Du fait des plugins, il y a un grand choix il y a un grand choix. Donc par exemple, ils veulent installer un formulaire, ils vont se retrouver devant 4 ou 5 plugins qui servent à installer des formulaires. Et pour eux, en fait, c'est compliqué. Ils préféraient qu'il y en ait un intégré dedans et puis c'est tout. Mm. Et en fait, non, ce qui est bien avec le choix, c'est que s'il y en a un qui d'un coup devient obsolète, devient nul ou est abandonné par ses créateurs, eh ben, on peut se rabattre sur un autre. Et donc, on a tout le temps comme ça la possibilité de changer et d'améliorer son site et d'avoir exactement ce qu'on veut aussi. Donc, on n'est pas du tout dans un système fermé, au contraire, on est dans un système super ouvert, complètement personnalisable. Donc, évidemment, plus c'est personnalisable, plus c'est un petit peu complexe par rapport à un système fermé comme, je ne sais pas, par exemple, les outils de création de site qu'on peut avoir sur One and One ou des choses comme ça. Mm. Où là, on a juste à cocher, hop, la case Mhm. formulaire et paf, le formulaire apparaît. Si vous voulez un numéro de téléphone et qu'il n'a pas été pensé dans les champs de formulaire, vous ne Mm. pouvez pas. Donc, mais c'est plus simple à installer. Donc voilà, il y a toujours la balance en fait entre la personnalisation et la complexité, et puis la simplicité, mais du coup le manque d'options. Donc moi, je préconise quand même de se prendre un peu la tête au début Mm. avec la complexité entre guillemets de WordPress, et puis vraiment comme ça pouvoir avoir le site qu'on veut. Donc ça, c'est ouais, pour moi, c'est les trois plus gros avantages du fait d'utiliser WordPress. Alors, les grosses étapes pour créer son site, quelles sont-elles? Les Alors, les grandes gros étapes. Alors, déjà, il faut réfléchir à ce qu'on veut dans son site. Moi, je commence toujours par là. La première journée de formation, on fait pas de code, on regarde pas WordPress, on choisit pas des thèmes, on fait des trucs super chiants, on fait le cahier des charges. Alors ça, c'est Le très dur, gros mot. c'est ça. C'est toujours très dur parce qu'ils s'attendent à arriver, paf, installer le site, rentrer direct dans la technique. Or, voilà, il vaut mieux séparer la réflexion de l'action. Donc, la première journée, on prend le temps de savoir ce que c'est un site, à quoi ça va nous servir, et puis, eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc, il faut faire l'arborescence des pages, il faut réfléchir à l'objectif de son site, savoir est-ce qu'on veut gagner de l'argent avec ce site directement, ou est-ce qu'on veut, par exemple, avoir des contacts je sais pas, par exemple, si on est menuisier, on va avoir des contacts pour pouvoir faire des devis ou des expertises. Donc, il y a vraiment voilà, la première étape, qu'est-ce que je veux faire avec mon site? Puis ensuite, comment du coup est-ce que je vais arriver à cet objectif? Si je veux avoir des contacts, ben, c'est évident qu'il va falloir que j'ai un formulaire de contact nickel, super accessible, le mettre à plusieurs endroits, réfléchir à un endroit stratégique pour le mettre en valeur, réfléchir même pourquoi pas à des appels à l'action, des incitatives pour que les gens prennent contact. Donc on va tourner un peu sa réflexion autour de comment faire pour que les gens prennent contact. Il va falloir des témoignages pour qu'on voit à quel point on est doué. Mm. Voilà, il va falloir créer un univers pour que la personne prenne contact, ce qui va être complètement différent de si je veux vendre mes bijoux en ligne. Là, ben, il faut que les gens ils sortent leur carte bleue qu'ils achètent en ligne. C'est pas du tout la même démarche. Mm. Ok. Donc, voilà, première étape, voilà, savoir ce qu'on veut faire et comment y arriver, écrire tout ça de noir sur blanc, faire la liste des pages du coup qu'on veut créer. On n'est pas encore obligé de penser directement au contenu, mais au moins à la structure générale, quoi. Réfléchir D'accord. à une architecture globale de son site. Et ensuite seulement, là, on peut commencer à réserver son hébergement, son nom de domaine et puis mettre les mains dans le code. Et en fait, on sera très très content d'avoir attendu parce qu'une fois qu'on est dans le code, c'est là où les difficultés commencent réellement pour l'apprenant, plus encore que la réflexion avant l'action. Et donc, il a plus le temps de réfléchir, quoi. Enfin, quand on est en train de se dire, ouais, comment je fais pour créer une page? Oui, mais je devais faire une page parente et des sous-pages, et comment je dois faire ça? Si on n'a pas déjà réfléchi avant, c'est pas au moment de créer qu'on va se dire, ah oui, c'est vrai, je voulais faire des sous-pages. Non, non, Mm. non. Il vaut mieux avoir un plan d'action bien écrit et puis juste avoir à le suivre pour se concentrer à fond sur la technique parce que ben, voilà, après, sauf si on est super doué en technique, hein, mais la plupart des personnes, quand même, c'est un petit peu difficile au début. C'est un nouvel apprentissage, quoi. Alors justement sur la technique, pour un peu dédramatiser la chose, quelles sont les différentes étapes qui nous amènent à créer un site? Alors, bah, tout d'abord, il faut l'installer. Donc, on va d'abord réserver l'hébergement.
Et puis, on va installer WordPress sur l'hébergement, hein. Donc, l'hébergement, en gros, c'est un ordinateur qui est quelque part sur Internet, Mhm. sur lequel on a loué une toute petite partie sur le disque dur. Et donc, on a des accès à cette petite partie. On va pouvoir se brancher donc, sur ce disque dur à distance, y déposer WordPress et puis l'installer vierge, donc, tout vierge. Et donc, ça, c'est la première étape. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais en vrai, bon, c'est pas non plus, c'est pas très très complexe non plus. Il faut quand même suivre un certain protocole, mais ça se fait très bien. Il n'y a pas du tout besoin de coder, hein, c'est juste avec des interfaces, donc il faut prendre en main les logiciels, mais il n'y a pas besoin de coder. Donc, une fois qu'on a passé un peu le côté rebutant d'un nouvel environnement de travail, on arrive très bien à s'en sortir. Et ensuite, ben, une fois que le site est en place, il faut créer hein, les pages, le menu, choisir un thème, donc un design graphique pour mettre en forme tout ça. Et puis après, installer les fonctionnalités complémentaires, hein, parce que WordPress arrive très très simple. Il faut installer un formulaire de contact, installer, je sais pas, tout ce qu'on veut, quoi, hein. Si on veut un Mhm. forum, il faut installer le Les forum. extensions. Mm. Voilà, toutes les extensions. Alors pour une personne qui justement maîtrise que Word ou ses emails, qui a vraiment peu de compétences informatiques, qui touche pas trop à ce monde du web, combien de temps elle doit passer en nombre d'heures avant d'avoir son site? Que sur la partie technique, Que sur la partie technique. ouais, pour Alors, avoir bah déjà, un site présentable. ouais, ça va dépendre un peu des profils déjà. On a le profil très autodidacte qui va beaucoup rechercher, qui va pas rester coincé sur ses problèmes et qui va tout de suite penser blog, Google, forum et vraiment se donner les moyens de trouver des solutions. Et puis on a la personne qui est un peu moins à l'aise, quoi, hein. Ça arrive aussi. Et des gens, ils sont très volontaires, mais ils sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Trouver une réponse sur Google, par exemple, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils tournent en rond, ils trouvent jamais la bonne réponse. Je sais parce que je vis avec quelqu'un comme ça. Je vois bien ce que c'est de vouloir avoir une réponse, mais pas arriver à formuler correctement Ouais. la question pour que Google réponde, hein. C'est quand même une petite technique. Et donc ces gens-là, évidemment, ça va prendre plus de temps. C'est pour ces personnes-là que je pense qu'ils auraient intérêt à se trouver un livre ou une formation, même quelque chose de gratuit, hein, mais un guide, quoi, quelque chose qui va les guider. Euh, S'ils ont vraiment du mal à trouver la réponse à la question, l'idéal, c'est une personne hein, qui puisse les accompagner pour répondre à leurs questions. Donc, en fonction de ces profils, on a des temps très différents, mais donc, on va partir pour le plus dégourdi, entre guillemets, donc la personne qui vraiment manie bien Internet et va arriver à trouver des solutions. Je dirais qu'il lui faut bien, c'est pas facile. En plus, c'est pas facile parce que bon, les personnes, elles vont pas travailler là-dessus jour après jour, tous les jours, elles le font le Oui, soir c'est après le sûr. boulot. Bon, en Je cumulé, dirais, une ouais. fourchette à peu près. Je dirais au moins 2 semaines pour l'installation, trouver un thème, ouais, 2 ou 3 semaines, quoi. Ok. Et en termes de coût, alors l'hébergement, les thèmes, les extensions, combien ça coûte? Alors ça coûte pas cher, hein, un hébergement, s'en tire pour 30 euros à l'année avec le nom de domaine pour la première année en tout cas. Après, chaque année, il faut renouveler, donc le nom de domaine, c'est 10 euros à peu près, l'hébergement, ce sera toujours 30. Donc c'est vraiment pour l'offre de base. Et ensuite, on peut s'en sortir avec des outils complètement gratuits, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais juste investi dans un autorépondeur, mais bon, c'est pas directement lié à WordPress, hein, c'est plus pour faire du marketing autour du site. Mais sinon, puis même, je crois même qu'il existe des autorépondeurs, genre Waizia, ou je sais plus comment ça se Oui, prononce. MailPoet s'appelle maintenant. Ah, d'accord, il a MailPoet, changé de nom. ouais. C'était oui, oui, déjà, ouais, exact. D'accord, voilà. Ok. Et donc, celui-là, il est gratuit, il me semble. Oui. Donc, je pense qu'on peut vraiment partir sur un site complètement gratuit. Des thèmes gratuits, il y en a aussi. Que souvent, moi, je conseille en fait aux débutants de prendre des thèmes gratuits. Parce que les thèmes premium, c'est devenu des machines de guerre avec 45 templates, milliards de Ouais, fonctionnalités. ouais, Et super quoi. j'en vois beaucoup se perdre en fait. Donc, il vaut mieux partir sur un truc simple hein, pour commencer, pour se faire la main. Il sera toujours temps C'est de sûr. passer dans un thème premium dans un an quand on aura l'outil en main. Ok. Et puis on ne sait pas forcément ce qu'on veut dès le début, donc si on commence déjà à acheter des thèmes premium, on va s'en sortir avec une facture assez Voilà. salée finalement. Ouais, ouais, c'est ça, j'en vois beaucoup. Puis après, ils sont déçus parce qu'ils ont vu le site de démo qui était magnifique et eux, ils n'arrivent pas à le configurer pareil. Puis ils ont payé 80 euros, puis au final, ils rament. Donc, moi, je conseille vraiment pas les thèmes premium. Ouais. Donc, Ok, non, on peut commencer avec très, très peu d'argent. super. Alors, quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent ou les blocages que tes élèves ont ou tes lecteurs ont le plus souvent? Alors, je sais pas si c'est le plus souvent, mais en tout cas, c'est les questions qu'on me pose à moi. Le plus souvent, c'est des questions techniques, bien sûr.
des gens donc qui ont des messages d'erreur et qui n'arrivent pas à les résoudre, ou des petits problèmes, par exemple, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui voulait savoir comment on faisait pour mettre des onglets d'une couleur différente, donc des petits bouts de code vraiment très simples. Voilà, des questions techniques en général, hein, parce que c'est là où c'est le plus difficile de trouver la réponse sans D'accord. vraiment se former, quoi. C'est difficile de trouver juste une réponse d'un truc technique si on n'a pas la connaissance un peu globale de la chose, quoi. Ok. Alors, puisqu'on est un peu dans la technique, est-ce que tu as un plugin dernièrement que tu as découvert que tu pourrais nous recommander? Donc, juste pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, les plugins, les extensions sont comme des mini logiciels qu'on met dans notre WordPress. Donc, est-ce qu'il y en a un que tu as découvert dernièrement qui te plaît, que tu utilises? Euh, oui, alors j'en ai un, mais bon, j'ai fait un article sur le blog dessus. Alors, bon, comme ça, au moins, les gens pourront le découvrir plus en Ouais, détail. ouais, carrément. On mettra le lien en bas de la vidéo. Voilà, c'est assez pratique, ça s'appelle WP Maintenance, très Mhm. très simple à utiliser, entièrement en français. Et son intérêt, en fait, c'est de fermer le site à un moment donné. Donc, on a juste à dire oui, je veux fermer le site. On peut configurer un message d'attente, quelque chose comme ça. Et donc, à part pour l'administrateur, mais pour toutes les autres personnes qui essaient d'accéder au site, ils ont donc une page d'attente qui leur dit que le site est fermé, soit parce qu'on est encore en train de le construire et qu'on ne veut pas du tout que les gens y accèdent jusqu'à une certaine date, soit parce qu'on est en train de faire une modification un peu poussée, genre un changement de thème ou un truc un peu complexe où il y a tout qui va se casser la gueule pendant 10 minutes et on veut faire pendant cette période-là. Donc voilà, il est très bien parce que voilà, il est vraiment simple à utiliser. Par contre, le CSS est un peu amélioré, c'est pas très très joli par défaut, quoi. Donc justement, je pense que dans l'article que j'ai fait sur sur le blog, j'explique comment enlever le truc un peu moche, je crois. Si je l'ai Ok, pas fait, pour me le demander, je le mettrai dans les commentaires. d'accord, C'est juste une super. ligne. On le fera. On le fera. Alors, euh, avant de terminer, de clore ce chapitre sur un peu la technique, sur le blogging, sur le WordPress et d'attaquer ta partie entrepreneuriale, comment tu vis ton soloprenariat, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui se lancent dans le blogging, dans le webmastering, qui ont un site, parce qu'il y en a tellement qui se découragent avant même de terminer un site parfois, qui se découragent, qui arrêtent. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que justement ils s'accrochent à, à- à quand même l'opportunité énorme qu'on a aujourd'hui pour très peu de coûts avoir sa présence sur le web? C'est clair. Alors, ben, je leur dirais plusieurs conseils. D'abord, de ne pas viser trop haut. Ça va sembler un peu contre-productif ce que je dis, mais moi, je pense que voilà, quand on n'a jamais couru un marathon, on commence pas par un marathon, quoi. Faut arrêter, quoi. On commence par faire 3 tours de terrain, on est crevé, déjà c'est bien, quoi. Et puis petit à petit, on augmente le niveau. Si vous savez pas faire un copier-coller, vous pourrez pas faire un e-commerce, quoi. Ouais. Faut quand même et si vous visez pas trop, si vous visez à votre niveau, du coup, vous allez apprendre et vous allez renforcer positivement votre apprentissage. Et du coup, là-dessus, vous pourrez construire quelque chose de plus solide au-dessus, quoi. Mais je sais que, voilà, moi, j'ai vu dernièrement un site, dans une formation, pardon, quelqu'un donc qui voulait créer un site e-commerce, couplé à une vitrine avec un espace membre pour les pros où il n'y aura pas la TVA, et un espace privé donc pour les normaux, pour le grand public, quoi. Et la personne ne savait pas faire de copier-coller, quoi. Ouais. Donc, elle ne savait pas aller voir ses mails. Enfin, dire, il faut quand même replacer les compétences là où elles doivent être. Je pense qu'il faut un minimum de compétences quand même pour faire un site internet, compétences informatiques, je veux dire. Et après, ben, ça s'apprend tout ça. Mais si vous êtes au niveau zéro, ben, c'est pas grave, vous commencez par le début. Vous faites un site vitrine classique avec 4 5 pages. Vous apprenez comment le web fonctionne, vous regardez. Puis il faut se former, quoi. Il ne faut pas hésiter à se former, à lire, à être curieux et à oser. Pas avoir peur dès qu'on a un message d'erreur. Je suis bloqué, j'ai un message d'erreur. Des fois, il y a des messages d'erreur, ils sont écrits en français, ils sont tout à fait compréhensibles, hein, du style, je sais pas, par exemple, WordPress, des fois, tu as déjà lu ce message peut-être. Je sais pas pourquoi il fait ça des fois, mais au lieu d'aller à la page où tu veux aller, paf, ça se bloque, et puis il y a un message, c'est marqué, votre base de données est déjà mise à jour. Cliquez sur OK pour continuer. Bon, OK, c'est perturbant d'avoir ce message qui arrive comme ça, on sait pas tout, mais c'est marqué cliquez OK pour continuer. Enfin, c'est quand même pas, il faut juste lire et puis cliquer OK. Et ça, des gens qui lisent pas les messages, ça va pas, quoi. Il faut lire et il faut pas se laisser impressionner. C'est un ordinateur, hein, il va pas exploser. Et il faut oser, il faut apprendre, il faut lire. Il faut pas se dire que parce qu'on on a entendu que c'était simple,
que c'est non plus en cliquant sur trois boutons que ça va arriver, quoi. Il faut quand même se donner les moyens, comme pour n'importe quoi, hein. Si vous voulez apprendre à faire la cuisine, on va pas commencer par un canard laqué, on va commencer par faire des crêpes. Et puis, on va prendre plaisir à ça, les crêpes elles vont être bonnes, et du coup, ça va donner envie de faire une soupe, et puis dans un an, on fera le canard laqué, quoi. Mais on aura appris plein de choses entre-temps. Et l'informatique, c'est comme n'importe quelle activité, quoi. Faut commencer par le début, y aller progressivement, et puis se passionner pour ça, avoir envie d'y arriver, quoi. Et pas juste se dire, oh, c'est vraiment bien d'avoir un site, et ah, je vais rien faire, je vais juste attendre que ça arrive. Non, ça marche pas, quoi. Ok. Et je pense que l'un des mythes ou quoi, les gens qui débutent, quelquefois ils sont impressionnés. Mais Marie-Ève, comment elle sait faire tout ça? Et moi-même, ils sont impressionnés. Mais il faut qu'ils sachent qu'on a passé beaucoup, beaucoup d'heures aussi Mais derrière. c'est C'est pas venu comme ça Moi, j'ai appris du jour au lendemain. l'informatique à la dure, hein. J'ai appris en un an. Je veux dire, je me suis formée vraiment. Mon premier travail, les 6 premiers mois, mais je rentrais chez moi, mais désespérée à un point, Ouais, quoi. ouais. J'avais l'impression d'être un bonhomme au pied d'une immense montagne et d'avoir tout ça à gravir. Je savais même pas par quel bout commencer, quoi. Et Ok. pourtant, j'avais déjà fait un an de formation, donc je comprends tout à fait, hein, qu'on se sente perdu, que ce soit super compliqué au début, quoi. Mais il faut s'accrocher en commençant simple, quoi, et pas voir trop haut, parce que si on veut tout de suite arriver au milieu de la montagne, on n'y arrivera jamais, quoi. Faut commencer par le début, Mm. et il faut aimer ça, quoi. Il n'y a rien à faire comme c'est dur et qu'on y, on y passe beaucoup de temps et le week-end. Et si on n'aime pas ça, c'est difficile aussi. Et à ce moment-là, voilà, si on n'aime pas ça, si on se rend compte, voilà, que bon, c'est pas son truc, la technique, c'est chiant, machin, les bugs, tout ça, ben, on peut sous-traiter aussi toute la partie qu'on n'aime Bien pas. sûr, oui. Se concentrer sur le rédactionnel, sur le fait d'échanger avec les lecteurs, qui est très enrichissant et qui ne demande pas un niveau technique énorme. Sous-traiter un site, c'est pas très très cher, hein, ça se fait, quoi. Et il Donc y a voilà. de véritables passionnés aujourd'hui de WordPress, hein, vraiment. Oui, c'est une communauté énorme, hein. Donc on trouve facilement quand même des prestataires pour tous les budgets. Donc Mm. faut pas hésiter à trouver ses limites et puis à sous-traiter. C'est vraiment parce qu'en effet, comme tu le disais, c'est fantastique d'avoir un site aujourd'hui d'un point de vue professionnel. C'est une chance que n'avaient pas nos parents, quoi. Ouais, C'est ouais. clair. On peut se faire connaître, on peut à moindre coût, on peut avoir une certaine notoriété, on peut prospecter pour avoir un nouveau travail. Si on a un petit site web qui explique ce qu'on fait, ça va tout de suite parler à notre futur employeur, hein. C'est mieux ça plutôt qu'il tombe sur les dernières photos de Facebook. Donc, Moi, pour plus perso, j'ai pas de problème avec mes photos Facebook. Sauf si tu remontes à il y a 5 ans quand j'étais en Erasmus. moi, je suis plein avec mon employeur, ça. Ouais, aussi. Alors, juste, tu parlais de formation. Effectivement, il y a des ressources sur le web, ok, donc il y a les doigts dans le net. Pour ceux qui veulent vraiment se former un peu plus, qu'est-ce que tu les recommanderais? Donc, s'ils sont à Marseille, par exemple, toi, ta formation, c'est pour le grand public ou c'est pour des entreprises? Ou si c'est pas le cas, où est-ce qu'ils peuvent se former avec des vraies personnes? Alors, tu veux dire en présentiel quand tu Oui, dis avec des vraies personnes? Alors, oui, ou oui, non, ou même dans le cadre d'une formation en ligne, mais avec des gens avec ouais, qui ils peuvent interagir, quoi, des formateurs. d'accord. Alors, déjà, oui, si vous avez une formation en présentiel dans votre ville, à Marseille, il y en a, mais c'est voilà, c'est rare, hein. Moi, j'ai des gens de Marseille qui viennent, enfin, de toute la région, quoi, hein, qui prennent un hôtel sur Marseille Ah, pour c'est pouvoir faire la incroyable. formation. Ok. Oui, c'est dingue, hein. Et donc, en gros, à part les 5 grandes villes de France, voilà, il y a pas de Vous trouverez difficilement une formation. À part aussi dans les agences web. Vous pouvez regarder au niveau des agences web. Ok. Souvent, ils font des formations en interne, donc ça peut être une solution. Euh, Après, avec la qualité, voilà, on ne sait pas, hein. Si c'est des agences web qui n'ont pas de blog, dont on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas vraiment la qualité. Et après, sinon, on peut se tourner aussi vers les formations en ligne. Alors, ma future formation, par exemple, parce que je ne sais pas si je peux en parler. Si, si, bien sûr. Si. Donc, je suis en train de lancer une plateforme donc justement de formation à distance parce que justement, quand je vois des gens dans mes classes qui viennent de 80 km dans la campagne, là, je me dis peut-être qu'eux, ils préféreraient rester chez eux et puis avoir une formation en ligne. Donc, je suis en train de développer une plateforme de formation en ligne pour apprendre à faire son site web. Et justement, là, il y a une formule autodidacte où on a juste accès aux vidéos, les exercices, tout ça, puis on fait ce qu'on veut. Et il y a la formule coaching où il y a un accompagnement et on peut poser des questions, on peut vraiment avoir quelqu'un qui s'intéresse à son projet, qui donne des conseils. Super. Donc voilà, j'essaie de répondre à ce besoin-là. Après, sinon, honnêtement, en formation à distance tutorée, comme je suis en train de faire, j'en ai pas trouvé, moi, dans mon étude de marché, dans mon analyse de la concurrence. J'ai trouvé quand même des formations en ligne, hein, ça, bien sûr.
Mais donc, il y a deux grands cas, quoi. Il y a soit des grands noms du secteur comme Vodeclic ou Tuto.com qui vont faire des formations, mais qui sont plus orientés vraiment sur la manipulation de WordPress et pas sur vraiment la création de sites web en temps normal. Donc, avec ça, j'entends la partie cahier des charges, parce que c'est Oui, pas tout installer WordPress si on n'a pas réfléchi à ce qu'il y a dedans. Donc voilà, toutes les formations que j'ai vues, c'est vraiment orienté très technique, juste sur l'utilisation de WordPress. Donc bon, pour moi, c'est pas assez complet. Et sinon, après, il y a quand même des blogueurs qui offrent aussi des formations sur WordPress, qu'ils annoncent avec du coaching. Après, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Ça, je sais pas, je me suis jamais inscrite. Euh, et donc voilà, donc il y a ces blogueurs aussi, mais c'est, comment dire, ça répond pas à une structure bien précise, quoi. Souvent, c'est des vidéos face caméra, un peu comme les formations que j'ai fait jusqu'à présent sur mon blog. d'accord. Donc des vidéos face caméra. Il n'y a pas d'interactivité parce qu'il n'y a pas de classe virtuelle, il n'y a pas de forum où on peut discuter autour des problèmes qu'on a. Donc on a un support par mail et des vidéos face caméra, quoi. C'est les deux moyens pédagogiques qui sont souvent mis en place par les blogueurs. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est possible de faire en e-learning, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, mais le problème, c'est que les grands pontes de l'e-learning, ils font pas de la création de site web. Donc D'accord. bientôt, je serai là. D'accord. Alors moi, je recommande vraiment Marie-Ève. Hein. C'est pas par hasard. Je choisis pas les personnes que j'interviewe par hasard depuis 1 an, 2 ans. À chaque fois qu'il y a des gens qui me posent des questions techniques un peu poussées, et quand je dis un peu, c'est un tout petit peu poussé, bah, je renvoie vers le site de Marie-Ève. Donc vraiment, inscrivez-vous, allez sur lesdoigtsdanslenet.com et inscrivez-vous à la newsletter. Comme ça, vous serez tenu au courant de ce que Marie-Ève proposera. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Alors, on aimerait maintenant passer à une deuxième partie un peu plus blogging entrepreneuriat. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans quelque chose qui était vraiment très très lié à l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, il y a 10 ans. C'était le tatouage à l'aîné à la plage. Tu nous en parles un peu? Je l'ai pas vu venir, celle-là. Tu vois. Alors, c'est vrai, ouais. Mais en fait, moi, depuis toute petite, j'ai toujours voulu monter mon entreprise et être à mon compte. Sauf que j'étais pas du tout dans un univers comme ça, quoi. Je viens d'une famille de fonctionnaires. Tout le monde est fonctionnaire. Donc, j'avais pas trop l'idée, en fait. Pour moi, être à son compte, c'était être PDG. Voilà. Ah, Je le formulais comme ça quand j'étais toute petite, quoi. Je voulais être PDG. Et donc, bon, mes parents, ils m'ont pas tellement conseillé pour ça. Enfin, pour eux, être PDG, c'était faire l'ENA ou, d'accord. ou Polytechnique, quoi. Donc, pendant longtemps, j'ai été formatée en mode, tu vas faire Poly ou tu vas faire l'ENA. Et puis, arrivé à 15 16 ans, ça m'emballait plus trop. Et j'avais plutôt envie de travailler dans la médecine. Parce que voilà, mais après, peut-être si j'avais évolué dans un univers d'entrepreneur, j'aurais vu l'entrepreneuriat différemment. Mais comme je le voyais à travers cette petite lucarne, ça me correspondait pas du tout en termes de personnalité, quoi. L'ENA, bon, à Polytechnique. Donc, puis même les écoles de commerce et tout, c'était pas trop mon truc. Mais donc, bref, j'étais plutôt du coup, dans la médecine. Et, euh, et puis, à 18 ans, arrivé à m'inscrire à l'école de médecine, je me suis retrouvée, en fait, j'ai raté les inscriptions. J'ai complètement à la masse. Je suis arrivée en septembre pour m'inscrire. Ils ont rigolé dans l'école de médecine. Ils me font, non, mais Marie-Ève, mademoiselle, c'était en mai, hein, les inscriptions. Ok, d'accord. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau la première année. Et puis, j'ai un peu vivoté. J'ai fait des cours par correspondance. Du coup, j'ai laissé tomber la médecine, parce que finalement, ça me bottait plus trop non plus, la médecine. Mais comme ça faisait déjà tellement d'années que je saoulais tout le monde avec ça, c'était un peu dur au dernier moment de dire, ah non, en fait, j'ai plus envie. 12 ans d'études, ça me broche pas trop. Mais bon, il s'est trouvé que j'ai pas pu m'inscrire, donc c'est bien tombé finalement. Moi, ça m'a super Ouais. arrangé. Et donc, je me suis retrouvée la première année à vouloir faire donc de l'ergothérapie et j'ai travaillé à distance pour travailler le concours. Et puis, je me suis retrouvée donc un peu, c'était pas très intensif hein, comme rythme. Et arrivé l'été, du coup, je me suis dit, ah, ben, je vais lancer une entreprise de tatouage au nez pour me faire un peu des sous avant la rentrée. Parce que donc, j'avais vu sur Internet qu'on pouvait acheter du henné en Chine et tout ça. Parce que c'est du henné, c'est pas du henné arabe, c'est du henné chinois qui est utilisé pour. Donc, j'ai acheté du henné en Chine, j'ai fait des grandes plaquettes avec des dessins. Enfin, j'étais au taquet, hein. Pendant un mois, je tout préparais. Et j'avais créé tout un petit stand que je pouvais empaqueter et mettre sur mon dos. Et donc, j'allais de camping en Génial. camping en vélo pour faire mes tatouages au nez. Et le problème, vraiment, ce qui m'a tué,
c'est que, en fait, les gros campings, ils avaient déjà leur tatoueur officiel, qui étaient des chaînes de tatouage qui faisaient du travail vraiment. C'était moche à crever, et puis ça tenait pas, c'était du mauvais aîné et tout. Enfin, bon, c'était des chaînes, quoi. Et moi qui avais un super travail, qui faisait tout à l'artisanal, j'avais un très bon retour. Mais du coup, j'étais résignée à aller dans les campings tout pourris, où il n'y a personne, qui sont super loin de la plage. Et les gens, bah, clairement, les gens qui vont à ces campings-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc pour eux, ils avaient envie, mais en même temps, ils n'avaient pas trop les moyens, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment fait un bide. C'était vraiment horrible. J'ai passé un mois et demi à faire tous les campings et j'ai dû gagner, je pense, peut-être 400 euros, enfin rien quoi, rien du tout. Et, euh, et donc voilà, le dernier mois, quand même, pour sauver les meubles, j'ai travaillé en tant que serveuse dans un PMU. Oh là là, là c'était catastrophique aussi, hein, mais c'était plus de l'entrepreneuriat. Mais au Ok. final, mon entreprise d'Auto-Journée, ouais, c'était vraiment génial. Enfin, j'ai adoré toute la dynamique, toute la création du stand, le fait de démarcher les campings, d'avoir les gens, tout ça, c'était vraiment chouette. J'étais très, très déçue que ça n'ait pas marché. J'ai encore tout mon matériel. Je me suis jamais résolue à le vendre ou quoi. J'ai tout gardé. D'accord, d'accord. Peut-être qu'un jour, dans le cadre d'une formation, tu feras des tatouages les doigts dans le net pour les fans et tout, tu pourras. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Message des locaux. Ça peut le faire. Alors, est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avant ou dans le blogging avant? C'était quoi l'ordre et comment ça s'est fait? En quoi le blogging a joué un rôle dans ton parcours d'entrepreneur? Alors, c'était complètement en même temps, en fait, parce que, bon, c'est sujet sensible. Ah, Disons que je me suis lancée dans le blogging parce que je voulais mettre à mon nom et vivre du blogging. Et j'ai cru au discours un peu facile de certains blogueurs. alors je bip. Vas-y, tu peux dire. Non, je rigole. Bip. Tout le monde aura compris. Ceux qui savent auront compris. Et pour D'accord. les autres, voilà, j'aime pas taper sur les gens Ouais, ouais. et Non, faire mais. des discours négatifs. Voilà, moi, c'est mon expérience. Je l'ai cru, ça s'est pas du tout passé comme ça aurait dû se passer. Mais le fait est que ça m'a quand même mis le pied à l'étrier. Donc, c'est pour ça que je veux pas non plus cracher dans la soupe, hein. Ça m'a quand même amené là où je suis au final. Même si j'ai perdu de l'argent, même si c'était loin d'être ce qu'on m'avait promis au départ, ça m'a quand même donné la motivation nécessaire pour me mettre à mon compte, lancer mon blog et puis essayer, quoi. Alors, après, j'étais quand même pas complètement stupide. Je me suis pas dit, ouais, je lâche mon boulot et puis je vais faire un blog et dans un mois, dans un an, je serai riche. C'est quand même pas ça l'idée. Je me suis dit, je vais faire des formations en présentiel. Et en même temps, comme les formations en présentiel, c'est pas toute l'année, je vais avoir le temps de développer ce blog. Et Sur au fur et à WordPress mesure, déjà, hein. Oui. oui, bien Oui. sûr, déjà sur WordPress. Mm. Et le fait de développer le blog, du coup, ça va m'amener à avoir des revenus. Puis au bout d'un moment, je pourrais switcher, quoi, enlever les formations, enfin les formations en présentiel et rester juste sur le blog et les formations à distance. Et bon, au final, c'est un peu ce qui se passe quand même, hein, puisque là, je suis en train d'essayer de faire justement ce transfert vers les formations en ligne. Mais c'est pas que à travers le blog, quoi. Faut pas, Mm, mm, mm. j'essaie justement de relever un peu le niveau de la formation, de tout ce que je peux voir sur Internet, en proposant une formation, voilà, selon les standards de l'e-learning, tels qu'on peut en trouver par des grands de la formation, des grands noms de la formation. Et pas comme les personnes qui, au départ, m'ont vendu cette formation, à faire juste des formations pour faire de la formation, et puis pas avoir de retour sur l'apprentissage, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir plein d'argent, et puis qu'au final, il y a 3% de mes élèves qui ont fait un site, quoi. Mm, C'est mm, mm. pas du tout mon truc, quoi. Et d'ailleurs, j'en souffre avec les formations que j'ai actuellement, hein. J'ai du mal à avoir un retour. Et c'est normal, hein, parce que quand on achète une formation, on a d'un coup 50 vidéos, il faut avoir vachement d'autodiscipline pour les suivre. Alors que si on est sur une plateforme qui, toutes les semaines, va venir vous inciter, où il y a des classes virtuelles, comme tu fais toi avec ton club solopreneur, toi, Ouais. il y a vraiment un esprit de groupe parce que vous vous voyez en vrai, vous n'êtes pas nombreux. Donc, il y a une vraie dynamique. Et c'est ça que je voudrais arriver à trouver, quoi. Une vraie dynamique comme ça, connaître mes élèves, connaître leurs problèmes, pas en avoir 500, non, ça c'est sûr, en avoir 12, c'est le maximum et pour pouvoir vraiment faire un groupe et avoir beaucoup d'interactivité et puis que eux à la fin ils aient suivi tous les modules parce qu'ils n'en ont pas eu trop d'un coup et puis qu'ils fassent leur site quoi. C'est quand même Ok. le but quoi de Oui. et Al- donc ça arrivait vraiment en même temps ouais, entrepreneuriat al- blogging Alors, je suis curieux de savoir en quoi le blogging, ton site, lesdoigtsdanslenet.com, en quoi ça t'apporte du business dans ton métier de formatrice. alors
Ça apporte pas beaucoup de business dans le métier de formatrice parce que les formations présentielles que je donne dans des centres de formation. D'accord. Ok. Donc, la prospection est faite via les centres, en fait. Par contre, c'est vrai que ça me donne une certaine notoriété. Mhm. Ça m'est arrivé une fois de faire une formation et d'avoir quelqu'un de la formation qui connaissait déjà le blog. Ok. Donc, il était genre, oh, c'est vous, oh, mais c'est génial. Faites-moi un tatouage au henné. Ok. J'étais un peu sur le cul, hein, pour le dire un poliment. Ah, Donc, ouais, donc, ça me donne quand même une certaine notoriété. Mais après, même si ça ne m'apporte pas forcément du chiffre d'affaires donc direct pour les formations, ça m'apporte du chiffre d'affaires autrement parce que j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent aussi pour des interventions sur leur site. Donc là, je ne le fais plus parce que je me concentre vraiment sur le développement de la plateforme e-learning. Mais pendant longtemps, ce que je faisais quand j'avais pas de formation, c'est du coup des petits sites web à droite à gauche ou des interventions, quoi, des debugging, des optimisations de la vitesse. Et tous les clients que j'ai pu avoir, justement, des petites interventions comme ça, c'est tous des clients spontanés via le blog, quoi. Donc, j'ai jamais fait de prospection active. d'accord. Je fais rien. Je réponds à des questions quand on m'en demande. Et puis, des fois, il y a des questions plus complexes. Et donc, les gens, ils me demandent un devis, quoi, parce qu'ils sont D'accord. en général, à part des rares exceptions, c'est vraiment rare qu'on me demande un gros investissement sans me parler du fait qu'on va me rémunérer, quoi. D'accord. Les gens sont pas bêtes, quoi. Enfin, ils abusent pas de la Oui, générosité oui. de la mienne. En tout cas, ils abusent pas, quoi. Ils sont très, très bien. Alors, dans l'autre sens, tes élèves que. Parce que t'en formes combien à l'année des élèves? Est-ce que ces élèves-là restent fidèles à ton site ou à ce que tu fais après? Ça arrive? J'en ai, ouais, ça dépend, en fait. Dans une formation, on va en avoir, on va dire peut-être 30% qui s'inscrivent sur le blog en général, d'eux-mêmes, C'est pas et mal. peut-être sur le 30%, un tiers qui reste encore longtemps. Je vois encore maintenant, j'ai des commentaires de personnes que j'ai formées il y a un an et demi, donc c'est assez chouette, mais ça dépend en fait. Comme en formation, les gens que je vois en formation, c'est pas du tout le même profil que les gens qui viennent sur mon blog spontanément. C'est des gens qui sont des artisans souvent, qui ont une petite entreprise dans la région et qui veulent utiliser le web pour amener du trafic sur leur site et enfin pour avoir plus de clients. Mais des fois, ils sont pas du tout sensibilisés au web et donc du coup, pour eux, un blog, ça leur parle Mm, pas, mm. voir des articles, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué pour eux, quoi. C'est juste la formation en présentiel qui les intéresse. Mais quand même, dans ce pool de personnes, il y a toujours une petite partie qui, eux, aiment vraiment bien le web ou qui sont très mordus par la formation, qui ont envie d'en savoir plus, qui trouvent que c'est génial, WordPress, qui sont vraiment emballés. Et ces gens-là, du coup, continuent à se former par eux-mêmes via des sites, pas que le mien, hein, bien sûr, mais dont le mien, quoi. Et donc, Ok. ce qui explique pourquoi ils ne sont pas tous inscrits, quoi. Ah, alors, je te pose cette question en partie parce que quand on parle de blogging professionnel, on est surtout, la première fois qu'on est approché par le blogging professionnel, on pense tout de suite euh, aux méthodes directes de monétisation. Alors que moi, c'est ce que j'ai compris et je pense que c'est là où ça t'a amené aussi, c'est que vivre de son blog, le nom de mon blog, hein, c'est pas vivre d'articles sponsorisés, de publicité AdSense, c'est tellement large. Et c'est pour ça que je te pose cette question de savoir, finalement, toi, tu n'as pas de publicité sur ton site, mais il y a des interactions avec la vie réelle. Ça te donne une autorité. Tes élèves en formation viennent sur ton site. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Oui, oui, tout à fait. En effet, les revenus directs, il ne faut pas trop se focaliser dessus. Moi, je sais que j'ai fait un peu d'articles sponsorisés. J'en fais plus. La publicité, ça, j'ai jamais voulu en faire. Il n'était pas question que d'être payé 2 centimes pour perdre des gens. Je le garde sur mon site, ceux qui viennent. C'est déjà suffisamment compliqué d'en faire venir. C'est pas pour les faire repartir pour 3 C'est ça. centimes. Donc la publicité, non. Mais c'est vrai que même les actes sponsorisés, j'en fais plus parce que je me suis rendu compte que le blog, c'est beaucoup plus riche que ça. Ça donne vraiment de la notoriété, ça permet de se faire connaître. Et après, le but, c'est de vendre des choses derrière, quoi. Vendre des accompagnements, vendre des formations, même des formations présentielles, hein. Mais voilà, vendre quelque chose qui a une bien meilleure valeur ajoutée qu'un article sponsorisé qu'on va nous payer 50 euros ou 100 euros. C'est sûr qu'il y a eu des mois où j'avais tellement pas d'argent que c'était vraiment chouette d'avoir deux ou trois articles sponsorisés. Ouais. Enfin, deux ou trois dans un mois, non, peut-être pas quand même. Mais même un ou deux, quoi. Ça fait 200, moi je les vends 100 Mm, mm. euros. Donc, ça faisait 200 euros. C'est vrai que quand on n'a que 500 euros parce que j'ai eu un mini contrat, 500 euros, c'est juste pour faire un mois, Ouais, ouais, ouais.
Donc, bon, une petite affiliation à 150 et puis deux articles sponsorisés à 200, pas, ça fait 350 € en plus. Ça permet d'arriver à presque 900 € de chiffre d'affaires sur le mois, qui déjà est plus acceptable pour survivre. Après, c'est pas un gros mois quand même, hein, Ok. mais voilà. Donc, ça peut dépanner, mais je pense pas que ce soit l'objectif d'un blog, quoi, d'avoir autant enfin, de faire du revenu direct comme ça. Alors, tu as un style particulier, Marie-Ève, quoi. Ce que je disais en introduction, c'est que tu parles de techniques, de choses très techniques de WordPress. Pourtant, tu arrives à mettre de ta personnalité et quand on le lit, ça devient agréable et on a envie de te connaître, on en connaît plus sur toi. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Merci, écoute, je sais pas, je suis naturelle. Par exemple, je vois que chacun de tes articles a beaucoup de commentaires. Tu vois, C'est comment ce qu'on tu me fais? dit. Bah, c'est ce qu'on me dit, ouais, je fais rien de spécial, moi. J'aime bien communiquer, je pense que ça se ressent du coup. Je pose toujours des questions à la fin de mon article, hein. Je finis jamais mon article comme un article de journal. Je finis toujours en demandant l'avis, en demandant les expériences et tout ça. Mais en fait, je me rends compte que souvent les gens ne répondent pas du tout à cette question. Alors après, bon, mes commentaires sont en do follow, alors c'est peut-être un peu biaisé aussi, hein. Mais bon, il y a il y a beaucoup de blogs où les commentaires sont en do follow. Après, moi, j'estime que c'est pas un problème du tout. Voilà, j'aime pas les faux commentaires, hein. Je me fais parfois avoir quand même, hein, comme tout le monde, quoi. Des fois, je me rencontre après coup, je relis des commentaires, je fais, ça, c'est pas un vrai, ça. Je me suis fait avoir. Mais sinon, non, je fais pas, je sais pas, c'est naturel, quoi. J'aime bien communiquer, je crois que ça se ressent, tout simplement. Alors, formulé autrement, est-ce que tu lis beaucoup d'autres blogs? Ou quoi? Est-ce que tu en consultes de temps en temps? J'en consulte de temps en temps, Ok, heureusement, ouais, mais alors j'en lis pas du tout assez comparé à ce que je voudrais en lire. d'accord. Alors, est-ce que tu trouves des manquements chez les autres blogueurs que, à la limite, oui, toi, des erreurs que toi, tu ne fais pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des blogueurs qui ne s'ouvrent pas assez, qui ne parlent pas assez d'eux-mêmes? Est-ce que tu vois un défaut là-dedans et c'est ça Et qui moi, je ferait parle ton pas, secret? moi, je parle pas beaucoup de moi-même, hein, à part sur ma page à propos où là, je me suis un peu lâchée, ouais, Ouais. avec le Alors, tatouage gainé et tout ça, mais sinon, après, moi, je suis quelqu'un de sincère et d'honnête, quoi. Enfin, ouais. sincère, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, honnête, j'essaie vraiment de l'être. J'aime pas du tout manipuler les gens. Je trouve que, enfin, ça correspond pas à ma personnalité. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en étant honnête, en étant au clair, quoi. Je suis même parfois beaucoup trop franche pour les gens. Mais voilà, moi, j'estime que si tu dis les choses comme toi, tu le penses, sincèrement, tu vas naturellement trouver des gens à qui ça parle, quoi. Après, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y a toujours des gens qui vont pas me plaire. À qui je vais pas plaire. Plutôt, par exemple, je sais, pendant la première année, tous les mois, je faisais un article sur les statistiques du blog. Mm. Donc, je donnais un peu les statistiques, puis aussi où j'en étais, ce que j'avais, mes réflexions. Et, euh, et c'est marrant parce que ce genre d'article, ça attire vraiment beaucoup de commentaires. Mm. Et aussi bien des gens qui sont super emballés parce qu'ils sont contents de trouver vraiment quelqu'un qui, voilà, qui donne ses chiffres, qui dit un peu ce qu'elle fait sans langue de bois. Et puis d'autres personnes qui allaient tout de suite me jeter la pierre. Oui, mais tu dis ça pour te mettre en valeur, pour faire parler de toi. On verra quand tes chiffres ils se casseront la gueule, t'en parleras plus. Gna, 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 et tu perds du temps. Enfin, super négatif, quoi. Et au final, voilà, enfin, ça attire les deux extrêmes. Bon, aujourd'hui, j'en fais plus. C'est juste parce que ça me prenait un temps monstre à Ouais. faire. Donc j'ai arrêté, quoi, au bout d'un moment. Mais c'était très intéressant, ces articles-là. Et je pense que ouais, les gens, ils recherchent un peu ce type d'authenticité. Mais après, je parle pas tellement de ma vie personnelle. Enfin, quand Mm. je me suis mariée, je l'ai glissé. On m'a demandé des photos, j'en ai pas mis, quoi. Enfin, j'estime que c'est pas. Là, je suis partie en vacances, on m'a demandé des photos aussi. Alors bon, j'en ai envoyé un peu par mail, quand même. Juste par mail, pas sur le blog. Mais pas des photos de moi, quoi. Des photos de paysages, quoi. J'estime justement que voilà, c'est professionnel quand même, mon blog. Même si je reste accessible et comme au boulot, en fait. Je veux dire, avec mes collègues, on parle de tout et de rien et tout ça, mais je vais pas non plus leur raconter ma vie Mm. privée, quoi. Et je vais pas les voir pour aller au ciné. Enfin, c'est des collègues, quoi. Donc, on s'entend très bien, tout ça. Enfin, maintenant, j'ai plus de collègues, évidemment, mais avant. Mais j'essaie toujours de bien séparer le professionnel et le privé. Et je pense que c'est ce que je fais sur le blog aussi. Mais tout en gardant quand même une authenticité, une accessibilité qui fait que c'est peut-être pour ça que les gens réagissent. Mais après, je trouve qu'il y a plein de blogs où c'est comme ça aussi, Mm. hein. Mm. Je veux dire, par exemple, je sais pas si tu connais.
Miss SEO Girl. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ben, elle, son blog, il est très très chouette et elle est aussi un peu, enfin, elle défoule les commentaires, elle en a 3 fois plus que moi. Mais elle a aussi ce côté-là, quoi. Alors c'est peut-être un trait féminin, quoi, d'être un peu comme ça, d'être sociable, je sais pas. Mm. C'est peut-être pas féminin. Bah, moi, je l'ai entendu un jour, hein, que c'est quelqu'un qui disait, un homme qui disait que les femmes sur le web, elles ont une force que les hommes ont moins. C'est-à-dire que nous, on approche le web de manière technique, stratégique, tout ça, alors que les femmes, elles sont un peu plus relationnelles. Et au final, qu'est-ce qui fait que moi je suis fidèle à un blogueur plutôt qu'un autre? C'est bah tu sens chez cette personne qu'elle cherche la relation sociale, qu'elle est ouverte, qu'elle est accessible. Et les femmes, voilà, s'il y a des femmes qui hésitent encore et qui nous écoutent, hein, vraiment lancez-vous. Je pense vraiment que vous avez votre carte à jouer. Alors, ta réponse est encore plus intéressante que ma question parce que moi je te demandais comment tu faisais pour, quoi, en parlant de toi, attirer des gens et être assez accessible. Et effectivement, c'est pas tellement que tu parles de toi parce que je peux comprendre, hein, moi, j'invite pas tout le monde à publier des photos de leur enfant sur le web, mais à être accessible. Finalement, on n'en connaît pas énormément sur toi, mais tu es accessible. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, le mieux, c'est d'aller sur lesdoigtsdanslenet.com pour voir un peu ce que tu fais. Mais par exemple, quand tu es parti aux Philippines, tu avais publié un petit article où tu disais, bah voilà, je ne serai pas là pendant euh, quelques temps. Et c'est un article où finalement, tu dis rien sur toi, mais on a l'impression que c'est une amie qui nous parle. Donc, Marie-Ève elle-même n'arrive pas à l'expliquer le mieux. Allez sur son site, ça montre à quel point tu es authentique et, Mais d'ailleurs, et naturel. c'est rigolo que tu parles de cet article parce que justement, je regardais un peu les statistiques d'ouverture des mails. Donc, à chaque fois que je publie un article, il y a un mail qui est envoyé automatiquement. Ouais. Donc, je regardais les statistiques de ces ouvertures-là. Et apparemment, ce mail-là, il a pété les scores, quoi. C'est vraiment, mais waouh, alors en fait, il suffit juste que je parte en vacances et que je le dise et tout le monde ouvre le mail, quoi. Je me dis, c'est qui va faire des vidéos pendant 3 heures à les montrer, il y en a moins qui ouvrent, quoi. Bah voilà, encore une fois, je pense vraiment que ça prouve l'importance de la relation humaine, même à travers le web. C'est vraiment ça. Ouais, 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 ouais. De toute façon, le web, moi je le dis souvent, c'est une extension de notre vie, quoi. Mm. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est une activité comme n'importe laquelle. Faut pas s'attendre à des miracles dès le début, ça demande du travail et du temps. Et pareil pour les relations, c'est pas parce qu'on parle là, on est sur Skype, ben c'est comme si on était à côté, on Mm. parle naturellement. C'est un média, le web, c'est pas un truc magique, bizarre. Non, c'est juste un média. Il faut rester comme on est et agir comme dans la vie normale. Puis garder son esprit critique aussi. C'est parce que plein de gens qui se font, je trouve que les arnaques sont bien plus courantes sur Internet parce que les gens, ils prennent une distance, ils se disent, ouais, non, ouais, ils se disent tout de suite, je veux pas comprendre. Donc, alors qu'en fait, si, tout le monde est capable de comprendre, tout le monde est capable de remarquer, par exemple, l'autre jour, je reçois un mail d'EDF me disant que j'ai pas payé ma facture. Je dis, bon, ok, peut-être. Et puis, ils me disent donc, cliquez là pour payer votre facture. Donc, je clique là. Et là, j'arrive sur un site d'EDF. Alors, j'ai pas fait gaffe, évidemment, il était tout pourri, mais j'ai pas fait gaffe. Tu vois, il y avait le logo d'EDF, je me suis laissé apprendre. Et puis, j'arrive directement sur un formulaire de paiement. Et là, je me dis, mais comment c'est possible que j'arrive sur un formulaire de paiement? J'ai pas encore, je me suis pas logué, quoi. Ouais. Je me suis pas logué, c'est pas, ça peut pas être. Donc, c'est comme si je refais une facture par la poste où il n'y a pas mon nom dessus, quoi. Faut garder son esprit critique, quoi. Et là, d'un coup, je me suis dit, ouh, c'est assez louche. Après, j'ai regardé un peu plus près, vu que c'était même pas l'URL d'EDF. Enfin bon, c'était du phishing, quoi. Ouais. Mais c'est pas si dur à contourner. Il faut rester attentif et puis rester, voilà, pas prendre tout ce qui vient en se disant je comprends pas, je clique sur les boutons, ça marchera. Non, il faut réfléchir comme dans la vie normale, quoi. Vous n'iriez pas donner votre carte bleue à n'importe qui, vous avez besoin de preuves. Ben là, c'est pareil, on ne met pas sa carte bleue dans le formulaire si on n'est pas bien sûr quand même que c'est bien son espace client, que c'est le bon site. Voilà, faut rester normal sur Internet. Très bon. Conseil très sage de Marie-Ève. Euh, j'ai une question. Dernièrement, moi j'écoute pas mal d'interviews d'Américains qui parlent, qui sont un peu dans ce qu'on fait aussi. Et une question qui revient souvent dernièrement, c'est est-ce que tu ressens le syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un blog où j'enseigne le blogging professionnel. Et quand je l'ai lancé, j'étais pas blogueur professionnel. Je faisais déjà ça à temps plein. Mais je me suis jamais fait passer pour celui qui gagnait 10 000 euros par mois. Donc j'étais très sincère. Et ça a fait un blocage chez moi.
C'est-à-dire que je me suis dit, bah, faut que je me prouve, faut que ce que j'enseigne, bah, ce soit basé sur quelque chose de solide. Donc j'ai créé plein de blogs et tout, et au final, j'ai perdu du temps parce que ce syndrome d'imposteur, je me l'ai su donner moi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas crédible, je ne suis pas crédible, je ne suis pas crédible. Est-ce que toi, à un moment donné, au début ou même encore maintenant, tu as encore ce syndrome de l'imposteur de te dire, bah, est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Est-ce que les gens devraient m'écouter? Et si c'était avant, comment tu t'en es sorti? Alors, déjà, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai justement vu passer ton mail à ce sujet et ça m'a bien parlé. Parce qu'en effet, ouais, c'est quelque chose en effet que j'ai beaucoup ressenti et encore maintenant, hein, j'en suis pas du tout sortie. D'accord. Et j'arrive à m'en sortir en me disant, moi, j'ai pas trop, donc j'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur par rapport à la technique. Parce que quand même, faut pas exagérer, ça va. Quand même, hein. Les gens, ils viennent de toute la région tout de suite. Non, mais ça va, je veux dire, peut-être si Oui, j'étais oui. sur un truc beaucoup plus complexe, oui, mais bon, WordPress, ça reste très simple au niveau Ouais. technique, donc j'ai pas de problème avec ça. Et puis j'ai fait des niveaux bien plus élevés, quoi. Mm. Mais c'est plus au niveau de la pédagogie. Parce que c'est vrai que bon, j'ai une formation de pédagogue, hein, de thérapeute, donc j'ai toute la connaissance et tout ça. Je ne me suis pas inventé formateur avec ma petite valise, pas du tout, quoi. Et je donne des formations devant 20 personnes, ça se passe très très bien. Les gens ils comprennent. Tu vois, autant à distance, tu sais pas trop si tu un bon formateur, autant en présentiel, tu t'en rends compte tout de suite. Hein, les gens qui arrivent pas ou qui arrivent, Ouais. ça se voit tout de suite. Donc je me rends bien compte que quand même j'ai ma place là. Et puis mes employeurs sont très contents de moi, donc j'ai de très bons retours. Donc j'ai à la fois tous ces côtés positifs, tous ces signes positifs qui me font me dire, non, mais quand même, Marie-Ève, t'es pas une imposteur. Mm, mm. Et puis il y a quand même des jours où ça revient, quoi. Des jours où je me dis, ah mais mince, quand même, c'est vrai, peut-être que je suis pas la bonne personne, peut-être que j'explique pas bien. Il y en a d'autres qui connaissent tellement mieux que moi, je me remets vachement en question. Mais alors du coup, bah, pour m'en sortir, bah, j'essaie de me former, de lire des livres sur la pédagogie, de lire. Là, par exemple, j'ai fait ma formation, je suis en train de préparer le plan de ma formation donc à distance pour créer un site web. J'ai commencé par découper la formation en plein d'objectifs pédagogiques, en fait. Et c'était un casse-tête, c'est compliqué, quoi. Mais j'avais pas envie de faire une formation fonctionnelle et de rentrer à fond dedans comme ça sans réfléchir. J'avais vraiment envie de réfléchir à la séquence d'objectifs pédagogiques à faire passer à l'apprenant pour après pouvoir développer mes exercices et mon contenu en fonction de ces objectifs pour que vraiment chaque module soit très bien orienté sur un objectif en particulier. Et c'est ce que je faisais au tout début dans la formation présentielle. Après, j'ai perdu un peu l'habitude de le faire. Et en fait, c'est un très bon exercice, quoi, de revenir tout le temps à l'objectif pédagogique et d'orienter sa formation en fonction de ça. Parce que une formation, c'est pas un tutoriel, quoi. Mm, Je veux mm. dire, une formation, c'est pas je vais vous montrer comment installer votre site. Vous cliquez là, vous allez sur Faisilia, vous Mm, cliquez là, et puis vous faites ça, vous cliquez là. Ça, c'est un tutoriel. C'est bien, hein, c'est bien un tutoriel, mais c'est pas mm, une formation. Une formation, c'est déjà, on va comprendre ce que c'est le concept de l'hébergement, on va comprendre ce que c'est que mm, FileZilla, mm. on va l'utiliser, mais on va l'utiliser de plusieurs façons et pas juste faire un truc et puis vous reproduisez, quoi. Donc, pour ça, ben, il faut réfléchir à quel objectif pédagogique qu'on veut. Est-ce que c'est juste utiliser FileZilla? Est-ce que c'est savoir énumérer les avantages de WordPress? Enfin, voilà, il faut définir des objectifs, c'est ça qui maintient. Donc, voilà, moi je dirais quand on se sent imposteur, eh ben, il faut se former et puis plus se sentir imposteur, du coup faire ce qu'il faut pour contrer ce sentiment, identifier pourquoi on se sent comme ça, quel est le sujet sur lequel on se sent imposteur, et puis se former pour pouvoir se sentir légitime, quoi, tout Mm, mm, simplement. mm. Sinon, après, c'est clair que enfin, moi, je peux pas, moi, je suis trop honnête pour faire semblant Mm, de me mm. sentir légitime, ça marche pas du tout. Bah, moi, si vraiment, hein, moi, je te rejoins parfaitement. Personnellement, moi, je me forme beaucoup auprès des Américains. Je suis énormément à ce qu'ils font. Et voilà, donc tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment la base, les fondamentaux de bien se former pour être sûr de ce qu'on dit. Et puis d'échanger. Et puis voilà, avec les personnes comme toi qui font des interviews, on peut aussi, de façon assez informelle, découvrir d'autres personnes et apprendre des choses sans non plus que ce soit super lourd, quoi. On n'est pas toujours, comme tu dis, c'est pas une présentation magistrale, quoi. On n'est pas là. Mm, mm. Donc on n'est pas toujours obligé de lire des bouquins super sérieux et de Ouais, voir des présentations magistrales. On peut c'est ça. aussi lire des blogs, voir des interviews
et se cultiver, quoi, de Ok. manière générale. Alors moi, je suis sûr que les gens qui nous suivent jusque-là, ils ont beaucoup appris déjà de cette interview. Même moi, hein, ça m'a vraiment encouragé. Et pour assouvir leur curiosité et les encourager, est-ce qu'on peut parler un peu de revenus? Combien tu gagnes environ en moyenne par mois et quelles sont tes sources de revenus? Alors c'est fou, mais je connais pas du tout les trucs. Alors, j'ai repris un document là. J'avais- Vas-y. Alors, alors là, j'ai marqué, oui, c'est juste sur la vente de produits. Alors moi, j'ai plusieurs sources de revenus, hein. J'ai déjà les articles sponsorisés, l'affiliation, Mhm. un petit peu. À côté de ça, j'ai aussi la vente de formations donc sur le blog, et puis j'ai des formations en présentiel. Alors clairement, c'est des formations en présentiel que je vis, hein. C'est pas du blog encore, hein. D'accord. Et, mais le blog plus, si je me souviens bien, ouais, ça. Alors juste la vente de produits, c'est étalé à l'année, hein, environ 250 euros par mois. Mhm. Plus affiliation et articles sponsorisés aussi en l'étalant sur l'année, ça fait environ 100 euros par mois. Donc j'estime à 350 euros par mois les revenus que me rapporte mon blog, sachant que j'y travaille quand même au moins une demi-journée par semaine, donc au moins deux jours entiers par mois. C'est juste pour la rédaction des articles, hein. Je fais 4 articles par mois. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Et Ok. non, parce que du coup, maintenant, j'essaie de me faire violence, quoi. J'ai travaillé beaucoup plus longtemps, hein, dessus, hein. Oui, Et oui, maintenant, c'est j'essaie de pour me ça. faire violence parce que je vois bien que c'est pas ça qui me rapporte le plus d'argent. Donc voilà, j'ai en général une demi-journée par semaine à la rédaction d'articles. Parce que je suis très lente à écrire un article. Je réfléchis beaucoup. J'essaie de vérifier mes sources. Quand je dis un truc de technique, il faut que D'accord. je vérifie si c'est pas déjà obsolète. Donc voilà, moi, les articles en 20 minutes, je connais pas. Je fais les articles en 2 à 3 heures. Et ensuite, une autre demi-journée plus sur le marketing ou sur l'optimisation du site, quoi. Mais c'est vraiment juste sur le site, hein. Donc, on va dire ouais, une journée par semaine juste sur le site, ça fait 4 jours par mois. Et après, quand je peux, ben, les podcasts, je les fais ça en dehors de ce temps-là, parce que je fais quand je peux, je le cale. Et puis, les mails d'autorépondeur, suivre les statistiques, tout ça, c'est en dehors et c'est pas vraiment compté, quoi. C'est quand j'ai du temps, quand je rentre de formation. Donc, voilà, 4 jours par semaine, c'est tous les vendredis. Le vendredi, c'est blogging. Super. Mais sinon, ouais, après, il y a beaucoup plus que ça, mais je compte pas vraiment, quoi. D'accord. C'est quand j'ai du temps, quoi. D'accord. Et après, sinon, bah, les autres revenus que j'ai, du coup, je les ai pas notés là. Parce que je rentre de vacances, alors je suis plus du tout dans les chiffres. T'as Alors là, j'ai compté tes dépenses ou pas pendant les vacances? Ça, c'est ça. encore plus dur de les compter, les dépenses. Voilà, j'ai aussi voilà, 150 euros par mois de personnes donc, qui me sollicitent via le blog, mais c'est pas du travail sur le blog, c'est plutôt donc résoudre un bug sur leur site à eux ou leur installer une fonctionnalité, Ok. environ 150 euros par mois. Et le restant, c'est les formations en présentiel, où là, je gagne bien ma vie, heureusement, quoi, hein, parce que Ok. Tu veux en parler ou pas? De combien? ouais, mais je sais pas vraiment combien, quoi. Disons que moi, j'ai pas de langue de bois, je suis pas payée, Ok, ok. je suis en province et tout ça, donc moi, je paye 250 euros par jour en formation, c'est du brut, hein. Donc, là-dessus, j'ai les taxes, les impôts, tout le tralala, les transports. Je suis un auto-entrepreneur, donc j'ai pas de frais de déplacement, donc c'est sur mon salaire, quoi, que je prends les frais de déplacement. Donc 250 euros par mois, une fois qu'on a tout enlevé, on va dire qu'il reste peut-être 250 pardon, par jour. Donc on va dire qu'il reste peut-être 150 en net. Hmm. Et, euh, et je fais entre 3 jours et 2 semaines de formation par mois, quoi. Ok. Donc, ça dépend vraiment. J'ai des très petits mois, puis j'ai des mois où je gagne 5 000 euros, quoi. Donc ça compense, quoi. Là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en décembre et janvier. Je me suis fait genre 7 000 euros, un truc comme ça, ce qui m'a permis de payer mon loyer pendant les vacances. Et là, les 2 prochains mois, que je consacre entièrement au développement de la plateforme e-learning. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avant, pour avoir des sous, pour pouvoir venir pendant 2 mois. Après, je reprends les formations en avril, quoi. Ok. Bah, super. On va terminer sur ça. Bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça t'apporte d'être entrepreneur, solopreneur, d'être dans le blogging, dans la formation, dans ta vie personnelle? Quel épanouissement tout ça, ça te donne, la liberté que ça te donne? En quoi ton expérience pourrait être un encouragement pour d'autres personnes qui réfléchissent à ça? Alors, déjà, ça dépend comment vous réfléchissiez avant. Dire, si quand vous êtes salarié, tout se passe très bien, vous voyez l'avenir radieux, que vous avez peut-être la possibilité de devenir cadre et d'avoir des avantages, et que pour vous, ça vous convient,
Alors, c'est une chose. Moi, je sais que ça m'a jamais convenu d'être salarié. Je savais pas vraiment pourquoi, mais j'ai un peu l'impression quand je suis salarié que mon avenir, il est très fermé. Mm. J'ai l'impression en fait que si je perds mon emploi, il faut recommencer à zéro. Si je veux déménager à l'étranger, il faut recommencer à zéro. Il faut tout le temps recommencer à zéro en fait. Et j'arrivais pas à me projeter loin, quoi. J'arrivais à me projeter dans les 2, 3 ans, mais 5 ans, 10 ans, pas du tout, quoi. Et depuis que je suis à mon compte, déjà le temps passe vite, c'est un truc de fou, quoi. Je compte plus du tout les heures. Jamais je regarde ma montre, jamais je me dis, oh, on est 15 heures, encore 2 heures de travail. Ça, Mm, c'est un truc complètement oublié. Et puis surtout, j'arrive vraiment à faire des projets à très long terme. Je me dis, ouais, je vais faire ça. Et puis après, je vais avoir telle idée. Et puis peut-être dans 3 ans, je pourrais, là, par exemple, je suis à fond dans ma formation. J'ai même pas encore fait la première, que je me dis déjà, ah, et puis après, je vais faire une formation e-commerce. Ah oui, puis j'ai une collègue qui fait des formations sur le référencement qui sont géniales. Là, je la prendrais bien avec moi pour faire des modules e-learning ou ouais. elle me faire son savoir. Donc, j'ai plein de projets qui arrivent. Donc, en termes professionnels, pour moi, ça m'a changé la vie. Ça vaut de loin les nuits blanches et les toutes petites nuits plutôt, parce que je suis pas trop nuit blanche, je vous dorme un peu quand même. Ok. Mais voilà, ça vaut la dose de travail sans hésiter. Par contre, il faut quand même bien se mettre que c'est beaucoup plus complexe que de salarié, hein. Ça, il y a énormément de choses à gérer. Il y a tout le côté compta, paperasserie chiant qu'il faut pas oublier, sauf qu'en France, il y a quand même la dose. Et puis il y a le côté vie personnelle aussi. Enfin, heureusement, j'ai des amis qui voient bien que ça me réussisse, qui voient bien que c'est ma façon de faire. Donc, ils me pardonnent de pas toujours pouvoir sortir. Mon mari est très, très compréhensif. Il me pardonne quand je gagne 300 euros dans le mois, que c'est lui qui doit tout payer. Voilà. Il faut être sûr d'avoir le soutien de son entourage. Il faut les impliquer parce que c'est des risques qu'on prend ben, quand on a un compagnon ou des enfants. C'est un risque qu'on prend avec eux, hein, d'être indépendant. Donc il faut avoir leur soutien. Et puis les amis aussi, quoi. Je veux dire, si les amis, à chaque fois qu'on leur dit non, je peux pas sortir, ça les embête et ils râlent. À la fin, on va pas se sentir soutenu, on va être partagé, voir mes amis travailler, je sais plus, mon cœur balance. Et non, il faut être capable, voilà, de se dire, il y a des moments où je sors, puis il y a des moments où je travaille, et c'est bien pour moi, quoi. Il y a pas de... Enfin, moi, je me sens pas du tout frustrée de pas sortir, quoi, D'accord. parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Et après, c'est clair que je fais pas ça pour la gloire, hein. J'espère gagner de l'argent conséquemment dans les 5 ans à venir. Super. Mais c'est normal. C'est D'ailleurs, je vais normal. terminer là-dessus parce que le tabou, enfin, l'argent est un petit peu tabou en France. Ouais. Et donc, je voulais terminer là-dessus parce que c'est assez caractéristique et surtout pour les femmes qui nous regardent. Ah, vas-y. Vas-y. Je compte. Attaque, attaque. Quand j'ai voulu me lancer de façon sérieuse à mon compte, là, où ça faisait déjà 1 an que j'étais à mon compte, j'avais envie de structurer un peu ça. Je me suis inscrite dans une couveuse d'entreprise, une couveuse ou une pépinière, je sais plus exactement. Je crois que c'est une pépinière, je me souviens plus bien la différence. Et c'est une pépinière qui accompagne que des femmes. Et à au premier entretien, donc la directrice nous a posé cette question. Elle nous dit, oui, alors, vous, quel est votre objectif avec votre société? Pourquoi vous voulez vous mettre en société? Et c'est quoi votre objectif? Donc toutes les femmes ont répondu, épanouissement, ceci, cela, plein de trucs, tu vois, moi y compris. Mhm. Et personne n'a parlé d'argent. Et là, elle nous regarde, elle nous dit, mais vous saviez, si vous étiez des mecs, là, mais ils en auraient tous sorti gagner plein d'argent. Parce qu'il faut arrêter l'épanouissement personnel, elle me dit, hein. Vous allez travailler dur. Et quand même, me dites pas que vous faites ça pour la gloire, hein. Vous faites ça un peu pour l'argent aussi. Et c'est vrai qu'elle a pas Génial. tort, quoi. C'est pas un gros mot de dire qu'on veut faire ça pour Non. l'argent, quoi. Évidemment, l'argent, ça permet d'avoir une belle maison, d'amener sa famille en vacances, de la remercier pour tous ces sacrifices qu'elle a fait quand on n'en avait pas. Ouais. Ça fait partie des objectifs, quoi. Après, c'est pas le seul, évidemment. Si on est mercantile et qu'on veut que de l'argent, il vaut mieux faire trader ou des choses comme ça que se lancer dans la formation, hein. Je pense pas que ce soit le plus. Bah, Mais bon, c'est c'est clair que super. voilà, tous ces sacrifices, si c'est pour gagner 1 500 euros par mois, je suis pas sûre que je tienne pendant 10 ans, quoi. Comme beaucoup de gens, hein, il y a énormément de gens, 1 500 euros par mois pour autant de sacrifices, à la fin, il vaut mieux être salarié, quoi. Et on Mhm. se contente de cette réalité aussi. Donc, mais bon, pour l'instant, je suis pas du tout à 1 500 euros, je tiens très bien, hein, mais parce que D'accord. c'est aussi le jeu, l'entrepreneuriat, c'est du jeu, de la prise de risque, on essaye voilà, de tout faire pour y arriver. Mais voilà, en tout cas, je vous le dis, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de dire que vous avez envie de gagner de l'argent, surtout avec le prix de la vie. Voilà, c'est normal. Super. Est-ce que tu connais le fondateur de Wishlist Member? Tu connais le plugin Wishlist Member?
Members. Je connais, alors c'est un truc pour... ça renvoie c'est pour les commentaires, non? Ça améliore les commentaires? Non, c'est un truc pour créer les sites de membres. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Wishlist members. Et le fondateur, bah, il gagne beaucoup d'argent. Et si vraiment c'est un blocage pour certains d'entre vous, bah, avec l'argent, il construit des écoles en Afrique. Ouais. Et sans argent, on peut pas faire ça. Mais c'est ça. Je veux Ouais, dire, on n'est pas obligé de gagner de l'argent non plus que pour soi. Enfin, l'argent, c'est pas une mauvaise chose, hein. On peut faire des choses très, très bien avec ça, quoi. ok. Et en effet, ouais, construire. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour parler d'un autre blogueur ça m'avait beaucoup touché. Enfin, il s'était posé la question à lui-même de savoir ce qu'il voudrait faire dans 10 ans. Et moi, je m'étais dit, waouh, attends, dans 10 ans, quand même, il voit loin, quoi. C'est pas évident de se projeter à 10 ans. Ouais. Et c'est très, très beau ce qu'il veut faire, ce qu'il voudrait ouvrir un hôpital, en fait. Voilà, il voudrait être mécène d'un hôpital, on gagnait suffisamment d'argent dans sa vie privée, dans sa vie J'imagine. professionnelle, pour pouvoir financer l'ouverture d'un hôpital. Et je trouvais que c'était très altruiste et que c'était un très bel objectif professionnel, plutôt que de penser, moi je veux une grosse maison avec une piscine, ou je veux gagner plein d'argent pour être le plus riche. Non, je veux gagner plein d'argent pour être confortable et pour pouvoir aussi ouvrir un hôpital et Ok. pouvoir aider les autres. Et j'ai trouvé que c'était une très belle façon de C'est penser. c'est qui le blogueur? Tu t'en souviens? C'est Nassim Amissé du blog. Il y va plus beaucoup sur son blog. D'accord. On est mis en contact avec lui par mail en fait. On le trouvera, on mettra le Voilà. lien dans la Ouais, ouais. vidéo. Euh, Marie-Ève, ça fait 1 heure déjà et moi je pourrais discuter encore une autre heure avec toi, c'est génial. J'aime énormément comment tu appréhendes les choses. Alors, ceux qui veulent te rencontrer à la conférence du 19 avril, donc tu es partenaire, tu vas offrir 3 formations et une réduction pour tous les participants. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ces formations? Oui, tout à fait. Donc, il s'agit en fait des deux formations que je vends sur mon blog. Donc, il y a une formation, c'est une initiation à HTML et CSS. Parce que pour moi, bah, c'est le langage du web, HTML et CSS. Mhm. Donc, quand on veut faire du web, c'est bien de connaître quelques mots, hein. C'est comme quand on va en vacances dans un pays étranger, c'est bien de connaître quelques mots, c'est mieux. Donc, c'est vraiment une base. Et puis là-dessus, j'ai une autre formation que j'ai développée pour apprendre à modifier son thème WordPress. Mhm. Alors là, le niveau est plus élevé, hein, je le dis tout de suite. Et il faut absolument les prérequis d'HTML, CSS qui sont abordés dans l'autre formation. Et donc voilà, je propose donc de bénéficier donc de 3 packs de ces formations complètement gratuitement. Et puis pour ceux qui seront arrivés après, hein, puisque les cadeaux à la conférence, c'est premier arrivé, premier servi. Ouais, Donc pour ceux qui seront arrivés après, je vous fais une réduction de 30% sur le pack, ce qui nous fait le pack à 75 euros. super. Donc voilà, sachant qu'il y a plus de 7 heures de formation, des exercices et du service après-vente en ligne et qu'il faut en profiter parce que très bientôt, ces formations seront certainement plus en vente puisque je vais les refondre dans ma formation e-learning. Et donc, bon, les clients auront des facilités. J'ai pas encore bien réfléchi à Mhm. quel genre, mais je pense qu'ils vont avoir au moins un mois gratuit à la plateforme avec toutes les améliorations qu'il y aura sur les formations. Et donc, voilà, c'est aussi la chance de pouvoir bénéficier d'une porte d'entrée vers la plateforme e-learning presque gratuitement, quoi. Ok, alors merci Marie-Ève. Hier j'ai eu une réunion hein, donc avec Rémi Bigot et Nicolas Penn sur la conférence. On s'est dit qu'une table ronde ce serait génial pendant la conférence et donc c'est avec plaisir qu'on va t'accueillir où les gens pourront te poser des questions, te découvrir un peu plus. Donc si vous voulez rencontrer Marie-Ève à Paris, c'est le 19 avril. Merci beaucoup Marie-Ève pour ton temps, ton authenticité, tes conseils super pertinents. Euh, je le dis tout de suite, c'est la meilleure interview que j'ai réalisée depuis que j'ai Wow. commencé. Ah bah, Donc, c'est pas rien, ça. ah ouais, non, bah, merci beaucoup en tout cas, Merci Marie-Ève. à toi. Et puis, bah, on va se voir le 19 avril, c'est génial parce qu'en plus, Rémi, tu travailles aussi avec lui, il y aura du beau monde, on va bien s'éclater. Ça va être très chouette, ouais, je pense. Et puis, j'ai fait un article pour présenter ta formation, Super. ta conférence qui sera publiée sur le blog mardi et mardi 11. Alors, je ne sais pas si ce podcast sera publié avant ou après, mais je Avant. vous le dis en tout cas avant, d'accord. Mm. Ben voilà, donc mardi 11, il y a un sympathique article aussi qui présente ta formation, qui d'ailleurs est un des rares articles où je parle de moi, justement. Il y a une Ah intro ouais, génial. sur mon enfance, c'est vraiment rare. Super, super. Bah écoute, merci vraiment pour cette interview. Plus que le côté fun et agréable aussi, on a beaucoup appris et ça, c'est génial.
Ben, merci à toi hein, pour ton dynamisme et puis pour m'inviter à cette super conférence, le podcast et tout ça. Et j'espère qu'on va continuer à faire un petit bout de chemin ensemble Carrément. dans le blogging. En tout cas, Carrément. ça a l'air très très bien parti, quoi. Ouais, c'est sûr. Génial. Profite bien du soleil de Marseille. Nous, à Paris, il arrive peu à peu. Donc, profite bien de ta Je, journée. Merci pour ton temps. je vous montre un Ah, peu. génial. C'est beau. Oh là là. Moi, je te montre pas les bâtiments qu'on a derrière. C'est pas. Merci Marie-Ève et à la prochaine. Ok, à la prochaine. Salut. Ciao.